Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Ceci va être ma dernière vidéo avant de me replonger dans les études. Et donc, il va y avoir une période plus sèche bientôt. Si je me fie à la dernière fois, je ne vais pas arrêter complètement de faire des vidéos, mais le rythme va ralentir drastiquement. Et donc, je viens de faire un petit rush de vidéos, de rencontres Messenger, et qu'est-ce qui a ressorti? Je me disais, qu'est-ce que je peux donner comme espèce de message ultime, un problème que je rencontre de plus en plus souvent. Et c'est ça qu'on va adresser dans cette vidéo, c'est le stress chronique et aller au-delà du neuroplastique. Très important, c'est quelque chose que je rencontre de plus en plus. Quand les gens viennent me voir, ils ont des symptômes qu'ils croient de plus en plus à être neuroplastiques. Et là, ils m'en parlent. Et là, je suis d'accord souvent. Et là, on travaille ensemble. C'est ça le travail, à se convaincre de plus en plus que c'est neuroplastique. Mais là, soit c'est cette situation-là dès le début, ou soit ça se développe. Dans deux cas, par exemple, ça s'est développé au cours de la relation. Ils vont développer des symptômes plus physiologiques, plus structurels. Et là, ils vont se demander, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'essaie, admettons qu'on a le neuroplastique ici, on a le physiologique structurel ici. Est-ce que j'essaie de me convaincre que c'est neuroplastique? C'est clairement physiologique structurel. Très difficile. Et donc, dans cette vidéo, je tâtonne, j'expérimente. Et ce que j'expérimente avec ces gens-là, c'est de, au lieu d'essayer de se convaincre que les symptômes clairement structurels physiologiques sont neuroplastiques, je veux faire une expansion du neuroplastique et de reconnaître l'influence, si on veut le formuler comme ça, du neuroplastique sur le physiologique, sur le structurel. Parce que ça bloque énormément de gens, je crois, ce problème-là. Faire une expansion du neuroplastique parce que la plupart des gens semblent voir le neuroplastique comme quelque chose un peu comme ça, les roues dans la tête qui tournent dans le vide. Mon corps est parfaitement en santé, c'est ça le message qu'on entend, mais mon cerveau fait des erreurs et il interprète mal les signaux. Si je corrige mon cerveau à travers la neuroplasticité, il va réaliser que les signaux du corps sont sains et saufs et je n'aurai plus mal ou je n'aurai plus mes symptômes. Mais là, je parle à des gens qui ont des problèmes clairement structurels. Et ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et donc, on va explorer le mécanisme sous-jacent au neuroplastique et à certains problèmes structurels physiologiques, c'est-à-dire le stress chronique. Ça, j'ai mis ma chemise de plage un peu, relax. Et là, on va apprendre à relaxer et adresser le stress chronique. Donc, comme je l'ai exploré dans la vidéo, laisser couler ses émotions, littéralement, je parlais à quelqu'un et là, elle a dit, je suis triste, elle s'est mise à pleurer et là, elle a dit, elle a dit, excuse-moi, on a exploré ça dans cette vidéo-là, comment on réprime, supprime nos émotions. Dans cette vidéo, nous allons faire une différenciation entre la suppression et la répression. La répression est inconsciente, subconsciente. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de distinction entre conscient, subconscient, inconscient. La répression est inconsciente, la suppression est consciente. On réprime, on supprime nos émotions. Et là, comme on va le voir, ça cause du stress. Et ça fait en sorte qu'on n'est peut-être pas conscient de notre stress aussi. Nous allons explorer ça. Et cette personne-là me disait qu'elle n'aimait pas se faire dire qu'elle était stressée. Quand les gens lui disent « Ah, t'es stressé », elle dit « Non, non, je ne suis pas stressée. Je gère, je suis en contrôle. » Elle voit ça un peu comme une insulte. Et je rencontre ça de plus en plus, je parle aux gens, ils disent « Non, non, moi je ne suis pas stressé » ou « Des fois je suis stressé, j'ai pas de symptômes. Des fois je ne suis pas stressé, j'ai des symptômes. »
Et ça, c'est le stress conscient. C'est la pointe de l'iceberg. Et nous allons aller dans cette vidéo sous l'eau, explorer le stress dont on n'est pas nécessairement conscient. Je veux vraiment clarifier un point pour vous, ce que je rencontre souvent. Si vous écoutez cette chaîne, vous avez sûrement des symptômes neuroplastiques. Je veux régler la question une fois pour toutes. Souvent, j'apporte des nuances, je ne suis pas sûr, c'est gris, c'est subtil. Voici quelque chose dont je suis certain maintenant. On va en profiter. Si vous écoutez cette chaîne, si vous avez des symptômes neuroplastiques, vous êtes stressé chroniquement. Point. Réglez la question dans votre esprit. C'est le mécanisme sous-jacent aux symptômes neuroplastiques et à plusieurs symptômes plus physiologiques, structurels. Vous êtes stressé chroniquement. Et là, j'explorais ça avec cette personne-là. Et je voulais lire dans cette vidéo un extrait du livre de Gabor Maté, Le mythe de la normalité, surtout parce qu'il est difficile à se procurer en français. Vous pouvez vous le procurer si vous avez Kobo, j'ai vu ça, il y a une version numérique disponible. J'ai déjà parlé de l'étude, les 2 études que je vais mentionner, mais lorsque je répète, c'est parce que je considère que quelque chose est extrêmement important. Et donc, je vais répéter ça parce que ça m'apparaît essentiel. Donc, pour commencer, c'est ça. Nous allons lire un extrait de ce livre et là, nous allons en discuter. En 1987, la psychologue Lydia Temoshok a proposé ce qui est devenu la personnalité de type C, référant à des traits associés avec le développement de malignité cancéreuse. On ne peut pas être plus dans le structurel que ça. Ces traits incluent être coopératif et toujours essayer d'apaiser les autres, être peu assertif, patient, n'exprimant pas ou peu d'émotions négatives. Donc, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, c'est pas noir ou blanc la répression, la suppression. Pour moi, c'est des degrés. N'exprimant pas ou peu d'émotions négatives, surtout la colère, et qui se conforme à l'autorité extérieure. Elle a interviewé 150 personnes avec le mélanome et a découvert que ces patients étaient excessivement gentils, presque trop plaisants, sans se plaindre et peu assertifs. Ils étaient identifiés comme essayant de plaire. En étant évidemment préoccupés par la progression de leur maladie, leurs inquiétudes étaient plutôt focusées vers l'extérieur, sur l'effet que leur maladie allait avoir sur les autres, sur les membres de leur famille. Cette abnégation personnelle est typifiée par le commentaire d'une femme diagnostiquée avec le cancer et qui a dit « Je suis inquiète pour mon mari. Je n'aurai pas la force pour le soutenir. » Autour de la même époque, environ 10 ans après avoir commencé la médecine, j'ai commencé à remarquer les mêmes traits chez mes patients avec certaines conditions. Et ce, malgré mon manque de familiarité avec les nouvelles recherches sur les effets du stress, incluant le stress de l'autosuppression, sur la physiologie, incluant le système immunitaire. Et ça, nous allons revenir à ça, très important. Donc, si le stress réduit la fonction immunitaire, pensez à ça sur l'effet structurel. Vous, le genre de personne qui attrapez beaucoup de rhume, de grippe. Ça, c'est quand le système immunitaire sous-performe. Êtes-vous le genre de personne qui avait des allergies saisonnières? Peut-être que votre système immunitaire surperforme et il attaque des choses qu'il n'y a pas besoin d'attaquer. Ou avez-vous une maladie auto-immune, auto-immunitaire, où le système immunitaire attaque le propre corps? Pourquoi fait-il ça? Ne connaissant pas le travail du Dr Temoshok, j'en suis venu aux mêmes conclusions parce qu'elle me sautait aux yeux. Une autre personne pour qui ces conclusions lui ont sauté aux yeux, c'est John E. Sarno. Et là, pourquoi ces gens-là remarquent des patterns? C'est parce qu'ils écoutent les patients. Ils leur parlent et ils les écoutent. De plus en plus, il y a des spécialistes qui semblent voir les organes, par exemple, flotter dans le vide. Admettons qu'il y a un spécialiste des poumons, il voit des espèces de poumons
qui flottent dans le vide, comme des machines qui ont besoin d'être réparées. Mais ces poumons-là sont attachés à un être, une personne avec des émotions complexes, une histoire complexe. Et là, plus la personne est un peu généraliste au lieu d'être spécialiste, si c'est quelqu'un surtout qui vous suit depuis longtemps, elle va, et qui suit beaucoup de personnes, elle va remarquer des patterns. Elle dira, ce genre de personne-là développe des conditions comme ci. Ce genre de personne-ci développe des conditions comme ça, et là, ça leur saute aux yeux. C'étaient les gens gentils, ceux qui mettent constamment les besoins et les attentes des autres avant les leurs, et qui répriment leurs émotions supposément négatives, qui développaient des conditions chroniques et qui avaient plus de chances de développer un cancer et moins de chances de s'en sortir. La raison est simple, je crois. La répression diminue notre habilité de se protéger du stress. Dans une étude, les réponses physiologiques du stress étaient mesurées par la réaction de leur peau à des stimuli déplaisants émotionnellement, pendant que le patient signalait à quel point ces stimuli les dérangeaient. Sur un écran apparaissaient des insultes telles que « tu mérites de souffrir »,« tu es laid »,« personne ne t'aime ». Ouch. 3 groupes de participants ont été testés ainsi. Des gens avec le mélanome, des gens avec des maladies cardiaques et des gens en santé. Ce qui est intéressant ici comme parenthèse, c'est que il y a d'autres types de personnalités de type A, et eux, ils ont plutôt tendance à développer des problèmes cardiaques. Très intéressant. Dans le groupe des mélanomes, il y avait un écart constant entre ce qu'ils signalaient, c'est-à-dire à quel degré ils se sentaient consciemment atteints par ces messages blessants, et le niveau de stress corporel, que la réaction de leur peau trahissait. En d'autres mots, ils avaient poussé leurs émotions, comme ça vers le bas, refoulé, ravalé, pour en être moins conscients. Ceci ne peut manquer d'affecter le corps. Après tout, si vous passez votre vie stressé, mais sans savoir que vous êtes stressé, il y a peu de chances que vous soyez capable de vous protéger des conséquences physiologiques long terme. Donc voici la question ultime de cette vidéo. Si on ne sait pas qu'on est stressé, comment peut-on apprendre à gérer ce stress dont on n'est pas conscient? Ainsi, la répression devrait être vue comme un concept corps-esprit plutôt qu'une construction simplement mentale. Quelques années plus tard, des psychologues à l'université de Berkeley ont étudié les effets physiologiques non pas de la répression, qui est un phénomène plutôt inconscient, mais de la suppression, définie comme l'inhibition consciente de notre expression émotive pendant l'activation. Si je sais que j'ai peur, mais que j'essaie de le cacher, je supprime mes émotions. On ne supprime pas seulement ces émotions supposément négatives. Dans les sessions, je parle souvent de pleurer. Vous dites, oh, wow, il y a beaucoup de pleurs dans le reconditionnement de la douleur. Il y a du rire aussi. Nous faisons l'expérience de toute la gamme des émotions, du rire aux larmes. Même une fois, je me souviens, quelqu'un pleurait et là, on s'est mis à rire en même temps qu'elle pleurait. Mais on peut supprimer le rire également. Pensez-y, admettons qu'on est dans une situation sociale, quelqu'un dit quelque chose de complètement stupide selon vous, et là, vous avez envie de rire, mais vous dites « Ah, c'est pas poli », supprimez le rire. Donc, on peut même supprimer les émotions supposément positives aussi. Dans l'étude, les participants voyaient des films suscitant le dégoût. Certains participants recevaient l'instruction de ne pas révéler leurs émotions, pendant que l'autre groupe était libre de les exprimer par des mouvements et des expressions faciales. Sur plusieurs marqueurs physiologiques, le groupe qui supprimait démontrait une hausse dans l'activation du système sympathique, de la réponse de stress, du mode fuite-combat. Il peut y avoir une occasion où quelqu'un désire cacher ses émotions, comme on l'a exploré. Mais si quelqu'un le fait fréquemment ou compulsivement, l'impact sera toxique. On va explorer ça. J'ai créé ma propre liste de traits de personnalité qui développent des maladies chroniques, qu'on n'en ait qu'une ou plusieurs. Ils présentent tous des signes de suppression et d'auto-répression. Influencent toutes sortes de maladies comme le cancer, les maladies auto-immunitaires, on ne peut pas être plus dans le structurel que ça, ou des conditions comme
les migraines, la fibromyalgie et la fatigue chronique. C'est pourquoi les gens viennent plutôt me voir. Voici la liste des traits. Un souci automatique et compulsif pour les besoins émotionnels des autres alors qu'on ignore les nôtres. Une identification rigide avec le rôle social, le devoir et les responsabilités. Une espèce de multitâche hyper responsable, super motivé et orienté vers l'extérieur, basé sur la conviction que l'on doit justifier son existence. Répression de la colère saine et de l'agression autoprotectrice. Constamment agir avec ces deux croyances. Je suis responsable de comment les autres se sentent et je ne dois décevoir personne. Ces croyances ne sont pas un choix conscient. Personne ne se réveille un matin et se dit « Aujourd'hui, je vais faire passer les besoins du monde entier avant les miens. » Ce serait absurde. « Ah oui, je vais faire ça aujourd'hui. » Ou bien « Ah oui, j'ai hâte de refouler ma colère et ma frustration et de sourire faussement à la place. » Personne n'est né avec ces traits. Avez-vous déjà vu un nouveau-né? Il ne supprime pas grand-chose. Un des problèmes, c'est que nous avons normalisé ces traits. C'est ça son livre, Le mythe de la normalité, principalement en les voyant comme des qualités admirables au lieu d'attitudes dangereuses pour notre santé. Ces tendances ne sont pas détectées par notre radar parce qu'elles sont facilement comparables avec des analogues saines comme la compassion, l'honneur, l'amour, la générosité, etc. Remarquez que les qualités dans la deuxième liste ne nécessitent pas la suppression ou l'indifférence à nos besoins de base. Voici un texte que je considère comme extrêmement important. Donc, récapitulons. Dans les sessions, je vois beaucoup de répression, de suppression émotionnelle. Je le remarque avec moi-même. Ceci cause du stress. Mais aussi, les gens qui répriment leurs émotions ne sont pas au courant des signaux corporels et donc ne sont pas au courant souvent de leur stress. Très important de souligner ça, le stress peut être subconscient. On peut être stressé sans s'en rendre compte. Donc, répétons un peu c'est quoi la réponse de stress, mais ajoutons un aspect sur lequel je ne mets pas assez d'emphase d'habitude. Qu'est-ce que la réponse de stress? Le stress, c'est bon de façon aiguë. Il y a un prédateur devant moi, il y a un tigre à dents de sabre. Il va falloir que je me batte ou que je fuis. C'est le mode fuite-combat. Et là, il va falloir que mon corps déploie beaucoup d'énergie pour ça. Et donc, il assigne moins d'énergie à d'autres fonctions. Comme la digestion, par exemple. Beaucoup de gens avec des problèmes digestifs, syndrome du côlon irritable. Ça aussi, on dirait que ça va au-delà du neuroplastique vers le structurel, le physiologique, mais ça peut être adressé par les mêmes techniques que le neuroplastique classique. Mais ce qui va arriver aussi dans la réaction de stress aigu, c'est que la fonction immunitaire va être diminuée. Êtes-vous le genre de personne qui attrapait beaucoup de rhume, qui attrapait beaucoup de grippe, des sinusites, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se sauve du tigre, et là on retourne dans notre grotte, ça c'est le système sympathique, nous pouvons activer la réponse parasympathique et là aller en mode repos, digestion, réparation des tissus et retour de la fonction immunitaire. Donc si on explore aussi la réparation des tissus, allons dans le structurel à 100%. Vous vous coupez. Je prends un couteau, je vous coupe. Ouch! On ne peut pas être plus dans le structurel que ça. Il y a des dommages au tissu. Lorsque la réponse de stress est aiguë, c'est bien, mais lorsque vous êtes dans votre grotte et que vous êtes même stressé dans votre grotte par des problèmes plutôt psychologiques au lieu d'un tigre, ce qui se passe, c'est que vous commencez à être stressé chroniquement. Et là, les gens qui sont stressés chroniquement guérissent moins rapidement que les gens non stressés. On ne peut pas être plus dans le structurel que ça. Et là, justement, la fonction immunitaire reste affaiblie. Très important de comprendre ça. Donc, voici
un phénomène très intéressant qui arrive souvent lorsqu'on lit beaucoup de témoignages TMS. Les gens vont dire, j'avais mal au dos pendant 2 ans, j'ai fait le travail TMS, j'ai éliminé mon mal de dos, mais là, ce que j'ai remarqué tout d'un coup, c'est que, ou graduellement, tiens, mes allergies saisonnières ne sont plus là. C'est un témoignage qu'on entend fréquemment. Et ça, on aurait tendance à dire, OK, le mal de dos était neuroplastique, mais les allergies saisonnières, c'est physiologique, structurel. Moi, ma version de ça, c'est que j'avais des acouphènes. Et là, cette personne-là à qui je parle, ça c'était dans une autre session, elle m'a dit, j'ai regardé toutes tes vidéos. Elle a dit, ah, sauf celle sur les acouphènes, parce que j'en ai pas. Et de plus en plus, moi, ce que je veux vous inviter, c'est à ne plus faire de distinction entre les symptômes. Lorsqu'on écoute des histoires de succès, c'est vraiment ça le but, c'est s'exposer au plus grand nombre de symptômes possibles. Et là, de plus en plus voir, wow, les mêmes mécanismes derrière tous les symptômes. Donc, je vous inviterais, c'est ça, à ne pas avoir ce réflexe, ah, moi, j'ai pas d'acouphènes, je ne vais pas regarder la vidéo sur les acouphènes. Moi, c'est ça qui est arrivé. C'est la même chose qu'avec les allergies saisonnières. J'étais sûr que c'était structurel. Je jouais de la musique dans un garage fort quand j'étais adolescent. Lorsque je sortais du garage, ça scellait mes oreilles. Et là, j'ai travaillé avec de la machinerie lourde, moi, pendant des années. Même que des fois, au lieu de me mettre les bouchons d'oreilles pour me protéger, j'écoutais de la musique forte par-dessus la machinerie lourde. Lorsque j'ai développé des acouphènes, j'étais convaincu que c'était structurel et que je ne pouvais pas adresser ça avec les mêmes techniques que le neuroplastique. Mais il m'est arrivé la même chose que dans les témoignages avec les allergies. J'ai fait le travail pour mes douleurs, pour ma fatigue, pour mon brouillard cérébral, etc. Et là, un moment donné, j'ai réalisé, oh mon Dieu, je n'ai plus d'acouphènes. Et dans cette vidéo, je ne veux pas faire une liste exhaustive. Il y a des livres qui font ça de tous les symptômes qu'on peut adresser avec ce travail. Mais c'est vraiment pour la plupart des gens une expansion de ce qu'ils considèrent étroitement comme le neuroplastique. Parenthèse intéressante, est-ce que j'ai encore des acouphènes? Si je suis dans une pièce silencieuse, et là, je focus vraiment sur ce qui se passe dans mon ouïe, oui, il y a encore des sifflements, mais je les entends à peine. Mais là, si je commence à focuser là-dessus de plus en plus, j'imagine ils vont s'amplifier et ils vont revenir. Mais ce qui est intéressant, je vais vraiment mettre l'emphase là-dessus, c'est que je n'ai jamais fait de travail pour éliminer mon acouphène. J'ai jamais fait de repérage somatique pour l'acouphène. Même que j'avais mis ça de côté, moi je me disais non, non, mais ça c'est structurel. Et c'est arrivé par soi-même, c'est arrivé tout seul. J'ai fait le travail et mes acouphènes est-ce que je pourrais dire, sont disparus ou ont baissé drastiquement. Si j'y m'y mets là, en silence et j'écoute, il y a encore des ciments dans les oreilles, mais ça a baissé le volume, c'est faible, je m'en occupe pas. Donc c'est un phénomène qu'on entend souvent dans le monde TMS, dans le monde neuroplastique. Je travaille aussi avec quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac. Et là, on ne peut pas être plus dans le structurel que ça. John E. Sarno en parle, lui, des ulcères. Et là, cette personne-là me dit ça et elle voit Lily Road en parallèle. Et voici ce qu'elle m'a dit. C'est ma compréhension actuelle. Elle lui a dit, ah oui, c'est ça, je viens de faire un test, j'ai un ulcère. Et là, Lily Road lui a dit, oui, oui, moi aussi, quand j'avais tous mes symptômes, j'avais des ulcères. Et là, elle lui a dit, c'est ça, ça se règle lorsqu'on fait tout ce travail-là et qu'on adresse le mécanisme sous-jacent, le stress chronique, tout ça s'en va. Donc, on peut parler d'une étude ici brièvement, et il y en a plusieurs, avec des rats. Et là, je sais, ça va être difficile à entendre, on est un peu des nazis envers les rats, mais c'est une vieille expérience, donc utilisons les résultats. Qu'est-ce qui cause le stress? On va commencer par ça. Il faut que la situation soit menaçante, imprévisible, nouvelle et incontrôlable. Donc, focusons sur l'aspect incontrôlable. Ils ont pris des rats dans un groupe 1 et un groupe 2 et un groupe 3. Le groupe 1 et le groupe 2 sont jumelés.
Et le groupe 3 est un groupe contrôle. Donc, le groupe 1 et le groupe 2 reçoivent des chocs électriques. Je sais, c'est cruel. Le groupe 3 ne reçoit aucun choc électrique. Lorsque, on pourrait dire comme 10 secondes avant de les choquer, ils font sonner une cloche. Et là, le rat qui est dans le groupe 1, lui, a la chance de désactiver le choc s'il va dans la roue de hamster, dans la roue de rat, et qu'il la fait tourner comme ça. Il ne se fera pas choquer. Et donc, le rat du groupe 2 reçoit le même nombre de chocs que le rat du groupe 1, mais il n'a aucun contrôle. Si le rat du groupe 1 ne désactive pas le choc, les deux se font choquer. Et là, ce qu'ils ont réalisé, lorsque les rats meurent, c'est que ceux dans le groupe 1 ont des ulcères plus petits que les rats dans le groupe 2. Donc, un des aspects importants du stress, c'est ça, c'est le contrôle. Le rat dans le groupe 1, lui, a le contrôle sur le choc, et donc ses ulcères sont plus petits. Le rat dans le groupe 2 reçoit le même nombre de chocs, mais n'a aucun contrôle, et ses ulcères sont plus gros. Donc ça, c'est intéressant. J'essaie de prendre des symptômes de gens avec qui je travaille. Donc, l'aspect contrôle peut être intéressant à explorer. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est ça, c'est qu'avant de faire le travail neuroplastique TMS, j'étais une victime de mes symptômes. Je n'avais aucun contrôle sur mes symptômes. Mais de plus en plus, j'ai commencé avec le travail, à contrôler mes symptômes. C'est-à-dire, c'est moi qui les déclenchais volontairement. Ça change totalement notre relation avec les symptômes. Il y a des gens qui ont des épisodes comme ça. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qui les déclenche. Et là, c'est notre réaction qu'on travaille. De plus en plus, on remarque que notre réaction a une influence sur les symptômes et ça nous redonne le contrôle. Mais si vous êtes le genre de gens qui disent « Si moi je marche plus que 20 minutes, ça active les symptômes. » C'est ça le travail de plus en plus. On marche 25 minutes, on active volontairement les symptômes, on retrouve le contrôle, comme le rat dans le groupe 1. Et ça diminue notre stress. Ça, évidemment, c'est le contrôle. On va explorer aussi le fait que, ultimement, peut-être qu'on ne contrôle pas grand-chose, ou peut-être même rien. Hein? Et là, c'est ça, c'est de laisser aller, lâcher prise. On va explorer ça. Bon, j'avais déjà fait une vidéo comme ça qui s'appelait les effets physiologiques du stress chronique. Et là, je mettais vraiment l'emphase sur les cascades de produits chimiques qui étaient déclenchés par la réponse de stress et à quel point c'est toxique, nocif, corrosif pour l'organisme. Et là, je m'interrogeais, je me disais, est-ce que c'est bon à laisser comme image aux gens? Parce que moi, c'est ça que j'ai remarqué. Quand je faisais mon processus, je m'informais de plus en plus sur ces choses-là. Et là, je réalisais, moi, oh mon Dieu, je suis en réponse de stress chronique. Et le stress chronique est nocif pour mon corps. Et là, j'imaginais ça, ces cascades de produits chimiques en train de nuire à mon organisme. C'était une image très négative. De plus en plus, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est utile? Quelle est l'image la plus utile? Et donc, ce que je veux explorer ici, il n'y avait pas assez de solutions non plus dans cette vidéo-là. Donc, OK, c'est le stress chronique qui est le mécanisme sous-jacent en dessous du neuroplastique, mais de certains symptômes physiologiques aussi. Comment est-ce que j'adresse mon stress chronique? Et là, je suis en train de lire un livre très intéressant de Georgie Oldfield, très connue dans le monde TMS. Elle n'a pas de chaîne elle-même, mais lorsqu'ils font des interviews, ils l'interviewent fréquemment. Et là, elle citait 2 études très intéressantes dans son livre qui nous donnent une nouvelle perspective sur le stress. Moi, je n'avais pas encore lu son livre, mais j'ai réalisé que c'est ça que j'ai fait un peu. Et on va explorer qu'est-ce que j'ai fait, mais on va lire avant un extrait de son livre à elle.
Changer la façon dont nous percevons la réponse de stress de notre corps peut améliorer nos réactions physiologiques et cognitives aux événements stressants. En enlevant notre peur des changements physiologiques de la réponse de stress, nous pouvons briser le lien entre nos expériences émotionnelles et la réponse physiologique qui mène à une mauvaise santé. Dans une étude, on demande à un groupe comment ils réagissent au stress et au lieu de le voir comme nocif et en être apeurés, ils doivent le traiter comme une réponse saine de leur corps dans une situation donnée. Les effets sur leur cœur ont été étudiés et ils montraient une meilleure performance cardiaque et moins de résistance vasculaire que le groupe de contrôle. Si nous percevons notre stress comme un mécanisme positif qui nous permet de faire face aux défis de la vie, les effets peuvent améliorer notre santé. La croyance que notre stress est mauvais pour nous crée un impact négatif. Je n'avais pas encore lu ce livre lorsque je faisais mon reconditionnement de la douleur, mais un des livres qui m'a le plus aidé, c'est le livre de Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. Et elle, c'est ça qu'elle nous disait. Il y a des sensations dans notre corps qui émergent. Notre interprétation des sensations, étant donné que c'est une boucle rétroactive, va influencer la réaction elle-même. Donc, ce n'est pas seulement que j'ai une réaction, le stress dans ce cas-ci, et que là, ma perception peut juste m'aider à gérer le stress, c'est que si je change ma perception, ça va influencer la réponse physiologique. Une image qu'elle utilise que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous avez des papillons dans le ventre avant une interview ou peut-être un acteur avant une performance, au lieu de voir ça comme négatif, vous pouvez faire en sorte que, j'adore cette image, vos papillons volent en formation. Donc de plus en plus, j'ai remarqué, c'est ce qu'elle décrit. C'est ça que j'ai fait dans mon processus. J'ai commencé à réinterpréter ma réponse de stress. Quel est le processus du reconditionnement de la douleur? Devenir de plus en plus conscient. Donc, devenir conscient de nos pensées, développer une nouvelle relation avec nos pensées, développer une nouvelle relation avec nos émotions, nos symptômes, mais notre stress aussi. Je commençais à changer ma relation avec mes pensées. C'est pas dangereux, les pensées négatives. C'est pas dangereux, la colère, la tristesse. C'est pas dangereux, les symptômes. Et j'ai commencé à faire la même chose avec mon stress. Je suis devenu conscient de plus en plus de mon stress. C'est la première étape. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes stressé, c'est problématique. Devenez conscient de vos émotions refoulées. Devenez conscient de plus en plus de votre stress. Mais là, une fois qu'on est conscient du stress, que fait-on avec le stress? La première étape, c'est réinterpréter, comme avec le reste, notre relation au stress. Avant, moi, j'étais stressé par mon stress. Angoissé par mon angoisse, mon anxiété me rendait anxieux. Déclenchait la réponse de stress et là, j'étais là, oh non! Je lisais là-dessus, c'est le stress qui augmente les symptômes. Je suis en train d'augmenter les symptômes et là, je stressais à propos de mon stress. Et là, j'ai commencé à réinterpréter mon stress. Je me disais, non, tel un acteur qui s'apprête à aller sur scène, je voyais ça comme le trac. C'est positif, c'est une réaction positive de mon organisme. Ça m'a énormément aidé. Les outils concrets que j'ai utilisés pour diminuer, gérer mon stress chronique sont principalement la relaxation profonde et la méditation. Avant de m'embarquer là-dedans, je vais faire une parenthèse. Comme dit Dan Buglio, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas se servir de techniques pour éliminer la douleur chronique. On fait les techniques parce que ça nous tente de les faire. Je voulais vraiment faire cette parenthèse avant. Maintenant, nous allons faire la distinction entre relaxation profonde et méditation. Je trouve que c'est vraiment important. Certaines personnes voient la méditation comme de la relaxation. C'est très différent. Qu'est-ce que la relaxation profonde? J'en ai fait beaucoup, j'en parle peu dans mon processus. La relaxation profonde se fait dans un état de tranquillité. Il faut que ça soit tranquille autour de vous. Là, on peut le faire en silence ou avec une piste audio. J'en ai des bonnes à suggérer. Et là, j'écoutais ça, moi, couché sur le dos et j'essayais de m'enfoncer dans le matelas
de plus en plus. Et là, des fois, je me disais, oh wow, je peux pas être plus relâché que ça, là. Je suis relax. Et après une certaine période, je réalisais, oh non, je peux relâcher encore plus. Et là, je m'enfonçais encore plus dans le matelas. Et là, dans cet état-là, c'est plus facile de faire des suggestions. Des fois, la piste audio me disait, tu es assez, tu es digne d'amour. Le contraire des messages qu'ils ont envoyés dans l'étude, comme tu ne mérites pas d'être aimé. Ouch. Et ça me relaxait. Essayez de relaxer le plus possible, de la relaxation profonde. Mais là, imaginons un scénario. Il y a quelqu'un qui entre dans la pièce, dans la maison, qui claque la porte et qui commence à faire du bruit. Et là, vous êtes irrité contre la personne, elle vous énerve. Et là, on peut pivoter du mode relaxation profonde au mode méditation. Qu'est-ce que la méditation pour moi? C'est être avec ce qui est, sans jugement. Et là, si on juge, ne pas juger notre jugement. Donc la personne entre dans la pièce. Vous êtes sorti là, du mode relaxation profonde, c'est fini, il n'y a plus de tranquillité. Vous pouvez passer au mode méditatif, c'est-à-dire être avec les bruits. Ok, il y a plus de bruit en ce moment. Vous pouvez commencer par dire « je suis irrité », mais le « je » peut disparaître. Et là, de plus en plus, dire juste comme « il y a de l'irritation, je remarque de l'irritation ». Sans être irrité par votre irritation. Je juge, il y a du jugement pour cette personne. C'est comme ça, je ne juge pas mon jugement. Et beaucoup de gens me parlent de leur pratique de méditation. Ils me disent qu'ils font des scans corporels, des balayages corporels. Et moi, mon conseil, ça serait... J'aime ça, moi j'en fais, des balayages corporels parfois, mais si vous ne faites que ça, je trouve que souvent, le balayage corporel, on est encore dans le faire. C'est actif. Je balaie mon corps, je scanne mon corps. Il y a des façons d'être, justement, dans la méditation où il n'y a rien à faire. Il s'agit juste d'être. Pas besoin de balayer, de scanner le corps. Juste être. Dans ce cas-ci, avec la personne qui vient d'entrer dans la pièce, les bruits, notre irritation, mais ultimement aussi, peu importe, nos émotions, nos pensées, les symptômes. Donc, il y en a d'autres, et ça va au-delà du reconditionnement de la douleur. Il y a d'autres chaînes qui vous apprennent comment gérer votre stress chronique. Je ne voulais qu'en mentionner 3. Changer notre relation au stress, la relaxation profonde, la méditation. 37 minutes. Pour conclure, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai mentionné à cette personne. Pour aller au-delà du reconditionnement de la douleur, pour aller au-delà du neuroplastique, je vous conseille une vidéo, si vous n'aimez pas lire, de Bruce Lipton qui s'intitule « Le pouvoir de l'esprit ». Bruce Lipton a écrit des livres. Si vous aimez lire, vous pouvez lire son livre « Biologie des croyances ». Mais si vous n'aimez pas lire, je vous conseille fortement cette vidéo, Le pouvoir de l'esprit de Bruce Lipton. Ça peut vraiment vous aider à aller au-delà du neuroplastique vers le physiologique, le structurel, voir l'influence de nos croyances sur le physiologique. Hein? Fatigue chronique aussi, je parle à des gens en fatigue chronique. J'ai de la misère à imaginer que c'est juste dans ma tête. Il y a des réactions physiologiques structurelles, mais l'esprit a une influence là-dessus. Donc, je parlais de Bruce Lipton à cette personne-là. Elle a regardé la vidéo, elle a dit « Wow, ça me donne beaucoup de pistes, merci beaucoup. Ça allume beaucoup de lumière pour moi. » Et là, je lisais le livre de Georgie Oldfield et elle parlait de Bruce Lipton. Vous voyez ça un peu comme une synchronicité. C'est la première personne, je crois, dans le reconditionnement de la douleur pure qui en parle. Mais Gabor Maté, lui, en parle fréquemment de Bruce Lipton. Très intéressant. Que nous dit-il en essence? Nos croyances ont des influences physiologiques structurelles sur notre corps. Explorons l'effet placebo.
on prend 100 personnes, on donne le vrai médicament à 50 personnes, on donne des pilules de sucre à 50 autres personnes. Dans les 50 personnes qui reçoivent la pilule de sucre, certaines vont développer les effets bénéfiques du médicament. Et là, voici l'effet placebo. Maintenant, qu'est-ce que l'effet nocebo? On lit la liste des effets secondaires d'un médicament à 100 personnes. 50 personnes reçoivent le médicament, 50 personnes reçoivent la pilule de sucre. De ces personnes, certaines vont développer les effets secondaires du médicament avec la pilule de sucre. Donc de plus en plus, moi ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne plus distinguer les deux et dire il y a un effet placebo, il y a un effet nocebo. On peut appeler ces deux choses-là par le même mot, par le même nom, c'est-à-dire le pouvoir des croyances sur notre corps, sur le physiologique, sur le structurel. Et là, Bruce Lipton nous dit que nos croyances influencent notre expression génétique. On ne peut pas être plus dans le structurel que ça. Lorsque vous déclenchez comme ça la réponse de stress, vos cellules baignent dans une culture toxique. Lorsque vous réussissez à être plus en mode espoir, lui dit, soit on est en mode croissance, soit on est en mode protection. Et on ne peut, c'est pas des degrés, on ne peut être dans les deux modes en même temps. Soit on est en mode protection, fermeture, on est en mode ouverture, croissance. Comme dans la lune de miel, quand on tombe en amour. Ça sécrète plein de produits chimiques très bénéfiques, très positifs pour l'organisme. Là, lui dit, le but, c'est d'essayer de cultiver une espèce de lune de miel perpétuelle. Pas attendre d'avoir, si vous êtes un homme, une femme, ou une femme, un homme, ou peu importe, vos préférences, de venir en amour avec la vie. Cultiver la lune de miel avec la vie en général. C'est une belle image, je crois. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Parfois, moi, j'hésite encore à aller au-delà du neuroplastique. Mais je peux vous pointer dans la direction, donner des pistes pour de moins en moins peut-être essayer de vous convaincre que ces trucs qui sont clairement physiologiques sont neuroplastiques, mais de réaliser l'influence du neuroplastique sur le physiologique. L'influence de vos pensées, vos émotions sur le physiologique. Et là, lorsqu'on réussit justement à adresser la condition de stress chronique, non seulement ça va adresser vos problèmes neuroplastiques, mais ça va adresser aussi une longue liste de problèmes structurels, physiologiques.